Et la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord remercier Florent Blanco pour m'avoir fait l'amitié de me confier cette étude. Alors, je vais traiter de l'oralité devant les juridictions administratives au XIXe siècle en abordant les conseils de préfecture et le Conseil d'État, mais je vais commencer par me référer à un arrêt du tribunal des conflits, mais les audiences sont alors soumises aux mêmes règles que celles du Conseil d'État, pour faire référence à une décision qui a été rendue donc, par le tribunal des conflits le 7 mai 1986, qui s'appelle O'Carroll contre Ville de Paris, et qui comporte dans ses visas la mention « Oui, mademoiselle O'Carroll ». Par conséquent, on enregistre là très formellement l'autorisation qui a été donnée à cette demoiselle O'Carroll de présenter elle-même en séance publique les motifs justifiant à ses yeux l'annulation du conflit. Le tribunal des conflits n'a donc pas estimé qu'il lui était fait interdiction d'entendre une partie, et la solution va être perçue comme une véritable anomalie compte tenu du caractère écrit de la procédure devant les juridictions administratives. Le commentateur de cet arrêt au recueil Lebon il explique, je le cite, « Nous ne saurions donc voir dans le précédent ci-dessus relaté qu'une mesure tout à fait exceptionnelle et de pure courtoisie vis-à-vis d'une étrangère, et nous pensons qu'il serait en droit peu régulier et enfin plus dangereux qu'utile de le transformer en un principe dont l'application pourrait devenir ou très arbitraire ou très gênante. » Et il poursuit en estimant notamment que l'intervention orale des parties n'apportera au débat aucun élément sérieux, pour conclure, je cite à nouveau, que cette impression et les craintes que nous exprimons ici sont loin d'avoir été infirmées par l'essai d'innovation fait dans cette affaire. Alors, on a une réaction, ce commentateur livre une réaction extrêmement ferme à cet essai d'innovation que constituerait donc la solution O'Carroll, et elle est assez symbolique de la position, d'une position qui est largement partagée chez les juristes de droit public au cours du XIXe siècle, qui sont ceux que j'ai principalement explorés. D'une part, en ce que l'innovation vient heurter une tradition procédurale bureaucratique qui, au cours du siècle, est tout à la fois portée et consolidée par les textes et qui s'exprime particulièrement dans les caractères écrits et inquisitoriaux de la procédure. D'autre part, cet essai d'innovation, dans son aspect essai, traduit aussi le rejet de l'oralité dans la procédure qui est alors suivie devant les juridictions administratives, et cela au nom de l'efficacité de la justice administrative. Par conséquent, on constate une identité originelle des procédures qui sont suivies devant l'administration active. Et bien sûr. Je reprends donc, après cette interruption. C'est bien, ça nous a permis de parler de Jean Zay. On a parlé de Jean Zay en attendant, c'était très bien. Enfin, Jean Zay n'a rien à voir avec mon exposé. Hein. Alors, j'en reviens à l'identité originelle des procédures suivies devant l'administration active et devant la juridiction administrative, ou ce qui en fait office à l'époque. Et cette identité va être progressivement corrigée par l'introduction d'éléments de procédure qui sont propres à satisfaire alors aux exigences du caractère juridictionnel de la résolution des litiges administratifs. Par suite, la tradition bureaucratique qui domine la procédure suivie devant les juridictions administratives va s'affirmer en fait, tout simplement, contre l'oralité de la procédure. Peu à peu, donc, on va passer d'une identité complète à une simple similitude du fait de la consécration de quelques principes juridictionnels, mais cela n'empêchera pas que l'oralité va demeurer un parent pauvre de la procédure juridictionnelle administrative, qui souligne aussi à son tour la singularité du procès administratif. Alors je vais d'abord débuter par cette identité des procédures. Comme chacun sait, la juridiction administrative est née et s'est développée au sein de l'administration au nom de cette idée selon laquelle juger l'administration, c'est encore, ou aussi, selon les thèses, administrer, ce qui impliquerait logiquement un régime procédural distinct de celui dont s'inspirent habituellement les tribunaux judiciaires. La procédure administrative devant les juridictions administratif évolue en se bâtissant sur cette idée que le motif intime,
le motif intime de l'existence même d'une procédure administrative qui serait distincte de la procédure dite ordinaire résiderait dans le caractère de célérité, d'urgence qui est toujours présumé que la marche des services publics exige. Cette marche se trouve plus ou moins, mais toujours intéressée par toute contestation entre les particuliers et l'administration. Et on va estimer que la procédure dite ordinaire serait entraverait et paralyserait cette marche des services publics. Et c'est la raison pour laquelle il faut adopter une procédure différente qui soit plus prompte, plus simple et qui doit donc être adoptée. Alors là, la procédure administrative, originellement, n'a en fait pas du tout fait la part entre ce qui relèverait de la procédure juridictionnelle administrative et de ce qui relèverait de la procédure administrative au sens strict, ce que l'on a pris la très mauvaise habitude de désigner respectivement comme étant la procédure contentieuse et la procédure administrative non contentieuse, alors que par suite, l'exclusion de l'oralité de la procédure contentieuse apparaît comme le fruit d'une simple transposition des règles et pratiques propres à la procédure non contentieuse. Elle est en toute logique à l'origine d'une tradition, et cette tradition va être consolidée par les textes. L'histoire de l'organisation explique et domine l'histoire de la procédure de la justice administrative. Au cours de la période révolutionnaire, vous le savez, la confusion des fonctions d'action, de délibération, de jugement est absolument complète, et elle est même accusée par cette circonstance que ces fonctions sont exercées par les mêmes corps collectifs, que ce soit au niveau central ou au niveau local. Lors de la reconstitution du Conseil d'État sous le Consulat, débute une spécialisation organique au niveau central, dont les progrès au cours du siècle et jusqu'à l'avènement de la République sont certains, quand bien même sont maintenus les mécanismes de la justice retenue et de la justice ministérielle. Le Conseil d'État issu de l'an 8 opère par son existence même une forme de dissociation embryonnaire des fonctions, et en son sein, la délibération est séparée du jugement en 1809 par la création de la commission du contentieux. Il n'en demeure pas moins qu'exception faite de la période 49-52 et jusqu'à la loi du 24 mai 1872, le Conseil d'État élabore de simples projets que le chef de l'État est libre de s'approprier ou de ne pas s'approprier, et il n'intervient que comme un contrôleur des décisions ministérielles. De leur côté, les conseils de préfecture qui sont mis en place en l'an 8 exercent des fonctions de juges spécialisés, mais ne vont être dotés d'aucun attribut juridictionnel. Et malgré l'élaboration d'un certain nombre de projets qui n'aboutiront pas, donc il va falloir attendre la décennie 1860 pour qu'une certaine organisation juridictionnelle, qui est certes rudimentaire, mais en tout cas qui existe, soit reconnue donc au Conseil de préfecture. Devant ces différentes instances, la procédure relative à l'introduction des recours, les conditions d'instruction des affaires suivent exactement le même processus qu'une simple demande adressée à l'administration. Alors, cela explique que, d'une part, concernant les ministres, préfets, sous-préfets, maires, lorsqu'ils règlent les litiges administratifs ou lorsqu'ils agissent comme administrateurs, on ne va ne faire aucune dissociation. Mais je ne traiterai pas de ces juges administratifs de fait pour me concentrer sur ceux qui ont au moins les caractères extérieurs d'une justice, c'est-à-dire le Conseil d'État et les conseils de préfecture, et les règles à suivre devant ces instances-là sont initialement extrêmement sommaires. Il se trouve que la séparation fonctionnelle qui est réalisée au sein du Conseil d'État en 1806 va provoquer le développement de formes procédurales et vont être adoptées un certain nombre de règles qui vont rompre l'identité des procédures sans les rendre radicalement dissemblables, loin s'en faut, puisque la tradition va être consacrée par le droit. Pour D'Arrest, l'adoption d'un règlement de procédure devant le Conseil d'État va s'imposer le jour où il va jouer le rôle de juridiction contentieuse. Je cite D'Arrest. Le Conseil d'État était un corps politique, étranger aux habitudes judiciaires, suivant la personne du roi et siégeant dans ses palais, souvent en sa présence. En outre, la raison d'État qui fait évoquer au Conseil un si grand nombre d'affaires contentieuses
exigeait qu'elles y fussent traitées sans éclat, sinon en secret, et sommairement expédiées. Cependant, la justice, même administrative, a ses conditions essentielles. On voulut d'abord proscrire les avocats, mais alors il fallut entendre les parties et les admettre à présenter elles-mêmes leurs requêtes. On ne tarda pas à comprendre que l'intermédiaire des avocats était indispensable. Dès lors, il fallut rédiger des règlements, tracer une procédure. Fin de la citation d'Arès. Alors c'est en 1806, et notamment le décret du 22 juillet 1806, qui va fixer une procédure pour le traitement des pourvois formés devant le Conseil d'État. Alors, la réforme de 1806 n'apporte guère d'innovation au jugement lui-même, la procédure étant quasiment identique à celle des autres affaires délibérées par le Conseil d'État. Le délibéré de l'Assemblée générale se tient à huis clos, il n'y a pas d'audience préparatoire et aucune garantie de bonne justice de l'ordre de celle qui existe devant le juge judiciaire n'est établie. En revanche, apparaissent des traces d'éléments qui sont propres à permettre le développement de l'oralité, même si l'institution n'a pas du tout cette vocation. En fait, on va apporter une légère correction au principe écrit de la procédure. Pourquoi ? Parce qu'on va prévoir que la requête doit être signée par un avocat au Conseil. D'autre part, au stade du déroulement de l'instruction, on va introduire le principe du contradictoire. Et la faculté d'ordonner des mesures d'instruction qui va être reconnue à la commission du contentieux va lui permettre notamment d'entendre les parties, soit lors de la visite sur les lieux, soit simplement en décidant de se livrer à un interrogatoire des parties. Pour autant, si les parties peuvent avoir pour défenseurs des avocats au Conseil, chacun va s'accorder pour estimer que les plaidoiries sont interdites. J'y reviendrai dans un instant. Quant au conseil de préfecture, l'absence de spécialisation de la fonction de juger en leur sein va évidemment peser considérablement sur la procédure. Denis de Sérigny indique, dans l'esprit, je le cite, dans l'esprit qui a présidé à la rédaction de la loi de l'an 8 sur l'institution des conseils de préfecture, le législateur n'a pas voulu en faire des tribunaux. En partant de cette donnée, poursuit-il, il n'est pas étonnant que l'on n'ait point prescrit les règles de procédure à suivre devant un tel conseil. Par conséquent, l'instance est introduite par une requête qui est adressée au préfet, qui préside le conseil de préfecture, et puis l'affaire va être instruite par les bureaux de la préfecture, et au fond, la procédure va être presque totalement dirigée par le préfet sur la proposition de ces bureaux. Alors voilà quelles sont les caractéristiques de la procédure devant le Conseil d'État et les conseils de préfecture à l'aube du XIXe siècle. Et on va quand même apporter des correctifs à cette situation pour satisfaire une préoccupation qui est exprimée de la sorte en 1818 par Siret. Siret va préconiser l'octroi de, dit-il, garanties réelles et véritables, dont la publicité, qu'il considère comme je le cite, une garantie qui seule pourrait suppléer toutes les autres et sans laquelle toutes les autres ne sont rien. Donc on va apporter des correctifs à la tradition bureaucratique. Alors, le caractère fondamental de la procédure est donc d'être une procédure écrite devant les juridictions administratives et je recite à nouveau d'Arest, il indique « Il est vrai que depuis 1831, les affaires où il y a constitution d'avocats se traitent publiquement et oralement à l'audience, mais ni la lecture du rapport, ni les observations des avocats, ni les conclusions du rapporteur public n'altèrent le fond de la procédure. Ce sont des garanties importantes, mais accessoires. Il n'y a d'essentiel que les mémoires écrits. » Alors, cette appréciation demeure pertinente tout le XIXe siècle, et ce d'ailleurs, quelle que soit la nature du régime politique où se déploie la justice administrative. La singularité du procès administratif tient aussi à ce que, d'un côté, la progression des garanties procédurales au profit du justiciable ne conduise pas à une assimilation, et évidemment, a fortiori une confusion, avec les garanties qu'offre la procédure judiciaire. Mais d'un autre côté, on va estimer que la procédure administrative puisse et doive être réglementée de manière à répondre à l'urgence qu'implique la marche de l'administration, mais sans pour autant que ne soit compromis ce que l'on va appeler donc la garantie du droit.
La combinaison des caractères écrits et inquisitoriaux de la procédure sont supposés constituer un gage de l'efficacité de la justice administrative, et les brèches qui vont être introduites à son caractère écrit sont présentées comme étant le garant de la juridictionnalisation de la procédure, on dirait la judiciarisation de la procédure. Alors, les deux caractères de la procédure, que sont le caractère inquisitoire et le caractère écrit, sont le plus souvent abordés de concert quand il s'agit d'étudier ou d'assurer en tout cas la réalité du principe du contradictoire et des droits de la défense devant le juge administratif. Alors il y a quelques artifices à les séparer, enfin en séparer les études, comme d'ailleurs à isoler la place de l'oralité dans le procès, puisqu'en fait l'introduction du débat oral au sein du Conseil d'État et des conseils de préfecture va se faire en même temps que la publicité des audiences, dont il est peu dissociable, donc, et de l'institution du ministère public. Alors même que l'on défend la supériorité de la procédure écrite, défense orale et publicité des débats sont perçus comme un bienfait et comme une réforme libérale, et sont le plus souvent qualifiés comme étant des heureuses innovations. Je vais citer trois juristes. Cormenin, dont il a déjà été question. Pour Cormenin, quoique promoteur sous la restauration du système de l'inamovibilité, nous dirons en toute bonne foi que la garantie de la défense orale et de la publicité des audiences nous paraît beaucoup supérieure et par conséquent de beaucoup préférable à l'inamovibilité même. Un autre juriste, Denis de Sérigny, il l'indique, ces formes rappellent entièrement celles qui sont observées devant les tribunaux de la justice ordinaire. Elles donnent aux parties qui ont des intérêts à débattre devant le Conseil d'État toute garantie d'obtenir justice. Plus tardivement, Émile Reverchon, dans son commentaire du texte applicable au Conseil de préfecture, qui introduit la publicité des audiences devant les conseils de préfecture, va indiquer « Nous ne saurions donner une trop vive approbation dans son principe à cette importante innovation. En matière judiciaire comme en matière politique, la libre discussion et la publicité constituent à tout point de vue une garantie et un frein que rien ne remplace et qui peut en remplacer beaucoup d'autres. Elles ne suffisent pas sans doute à créer une bonne justice, elles sont du moins la première et la plus indispensable condition. » Donc, bien que l'on insiste sur la supériorité de la procédure écrite, la défense orale et la publicité apparaissent comme étant donc ces bienfaits. Et ils constituent l'atténuation du caractère écrit de la procédure devant le Conseil d'État. Elle apparaît devant le Conseil d'État, donc avec l'ordonnance du 2 février 1831 qui institue la publicité des audiences et va donc ouvrir la possibilité d'une défense orale. Il y a le texte, mais il y a également une pratique qui serait celle qui résulterait de la décision prise par le président de la formation de jugement d'entendre les parties. Alors c'est une pratique qui me paraît absolument pas contestable. Cormenin y fait référence, il affirme « Il y eut des cas où le président du Conseil admet discrétionnairement les parties elles-mêmes, sur leur demande, à présenter devant l'Assemblée du Conseil d'État des observations orales. » D'autre part, des juristes de la fin du XIXe siècle qui mobilisent leurs souvenirs et qui remonteraient en tout cas au milieu du siècle, vont affirmer que le Conseil d'État et le tribunal des conflits ont constamment repoussé les demandes qui étaient faites de prise de parole par les parties. Le commentateur dans l'affaire O'Carroll écrit en particulier « Ces juridictions l'avaient fait avec d'autant moins d'hésitation que devant elles, l'instruction écrite est la base de la procédure et que les divers textes législatifs qui régissent la matière semblent réserver aux avocats, au Conseil seul, la faculté et le droit de présenter à la barre des observations orales à l'exclusion des pratiques elles-mêmes, à l'exclusion, des parties elles-mêmes. » Alors, ces différents propos, il y a d'autres juristes qui font référence à cela, je reporterai à ma contribution écrite. Ce qui est intéressant, c'est de considérer qu'il y a une pratique qui n'est pas contestée, qui n'est pas contestable, il y a une véritable réalité. Alors,
La difficulté, j'ai essayé de chercher, mais même à travers en feuilletant un peu le recueil Le Bon, il n'y a pas nécessairement dans les visas la mention d'une audition des parties, donc c'est pas compliqué. Et puis je dois reconnaître que j'ai pas fait une consultation du Le Bon absolument exhaustive, hein, vous vous en doutez. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que même si on ne sait pas quelle est la fréquence des cas où cette autorisation aurait été donnée, est-ce que c'était un caractère usuel ou exceptionnel? Ça, vous pouvez en juger par vous-même en lisant les juristes qui ont écrit. On a du mal à en tirer des conclusions pertinentes, en tout cas sur le besoin des justiciables d'être entendus par leur juge, ou sur l'intérêt pour le juge d'entendre les parties. Avant la réforme de 1862, donc avant qu'on introduise l'audience publique devant les conseils de préfecture, la pratique est également existante devant les conseils de préfecture. Vivien écrit « Les avocats, les parties et leurs mandataires sont admis par tolérance, sur leur demande et quand les circonstances le permettent, à présenter des observations orales. » Donc, manifestement, les choses existent là, ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est que malgré la tardivité des progrès procéduraux au sein des conseils de préfecture, des expérimentations vont être menées et dans plusieurs départements, la publicité des audiences et les observations orales des parties vont être admises et dès 1831, donc dès l'ordonnance applicable devant le Conseil d'État. Devant les conseils de préfecture, donc on va faire ces expérimentations, c'est le cas en Isère, en vertu d'un arrêté pris par M. Gasparin, qui est alors préfet de ce département. On va introduire cette oralité et on va constater qu'elle montre beaucoup d'avantages. Devant les conseils de préfecture, ce n'est cependant qu'à partir de 1862 et 1865 qu'en droit vont être promus la publicité des audiences et le débat oral. Il est tout de même remarquable que, à la différence des textes qui sont applicables devant le Conseil d'État, l'article 1er du décret du 30 décembre 1862 prévoit que les parties peuvent présenter des observations orales après le rapport, soit par mandataire, mais soit également en personne. Le texte va entériner, en tout cas, les expérimentations antérieures. Alors, antérieures, pardon. La place qui est ainsi faite à l'oralité en 1831 et dans les années 60 ne va plus être remise en cause. Et il y a lieu, d'un autre côté, de souligner de ce que, selon mes recherches, qui sont sans doute pas complètes, mais il ne semble pas, en tout cas du côté des juristes publicistes, que des voix s'élèvent pour demander que l'on fasse une place plus grande à l'oralité, bien que tout le monde se réjouisse de cette introduction. Et d'ailleurs, à cet égard, il est remarquable que la loi du 24 mai 1872 n'apporte aucune amélioration aux garanties procédurales qui ont été adoptées sous la monarchie de Juillet. Alors, il est vrai qu'à cette époque, les revendications en vue de faire progresser le caractère juridictionnel du Conseil d'État ou des juges de l'administration portent davantage sur leur organisation et sur leur rapport avec le pouvoir politique que sur ces aspects de procédure. Ce qui est, en revanche, qui me paraît évidemment intéressant, c'est que non seulement on ne remet pas en cause, on ne demande pas davantage d'oralité, mais on va, au contraire, on voit se faire jour une forme de vigilance pour contenir l'oralité de la procédure dans le strict cadre qui a été fixé par les textes donc de 1831 pour le Conseil d'État et des années 60 pour les conseils de préfecture. Et cela, en tout cas, se manifeste énormément après l'installation de la République. On a donc une forme de résistance au développement de l'oralité, et cela au nom de l'efficacité de la justice administrative. Alors tout d'abord, les observations orales, elles sont classiquement strictement conçues. On estime qu'elles ne doivent pas se confondre avec des plaidoiries, même si le terme de plaidoirie est mobilisé par les juristes, notamment les juristes de la première moitié du XIXe siècle. Et dès après la réforme de 1831, Cormenin estime, je ne résiste pas à le citer, vous allez comprendre pourquoi, il estime que les avocats ne doivent pas oublier qu'ils ne doivent présenter que des observations brèves, claires, substantielles, et non plaider à outrance.
c'est pérorer à toute poitrine, fatigue l'auditoire, les parties et les juges, et retarde avec dommage le jugement des autres affaires inscrites sur le rôle. On va donc admettre que la distinction entre observation orale et plaidoirie peut être difficile, mais au moins il y a un élément certain qui est que les observations ne doivent présenter que le caractère de simple éclaircissement, qui doivent toujours se restreindre aux points qui ont été développés dans les mémoires. Donc ça, c'est un élément qui est relativement constant sur la conception de ces observations orales. Ensuite, et là, cela me paraît plus intéressant également, quand on se situe dans le cadre de la loi du 24 mai 1872, on va pouvoir percevoir que le juge va s'attacher à faire respecter l'admission d'observations qui se contenterait de s'appuyer sur les productions écrites. Il s'agit, dit Laferrière, de rendre toute surprise impossible à l'audience. C'est la raison pour laquelle on va considérer que l'avocat doit s'interdire la lecture de tout document, de correspondance, etc., qui n'aurait pas fait l'objet d'une production régulière, de même qu'on estime qu'il n'a pas le droit de présenter des conclusions après la lecture du rapport. Dans une affaire qui s'appelle Société du matériel agricole, qui a été jugée par le Conseil d'État le 15 juin 1883, le juge va d'ailleurs très explicitement sanctionner le respect de cette obligation, qui lui montre un attachement certain. Un avocat avait produit en audience une pièce importante qui n'avait pas été versée au dossier, et le juge va décider de clore les débats, de réouvrir l'instruction pour que le litige fasse à nouveau l'objet d'un rapport, d'un nouveau débat suivi des conclusions du commissaire de gouvernement, etc. De plus, devant le Conseil d'État, les litiges où la constitution d'avocat n'est pas obligatoire, les parties ne peuvent se représenter elles-mêmes pour un certain nombre de motifs. Les premiers motifs qui sont avancés sont des motifs classiques énoncés depuis 1831, c'est-à-dire que d'une part, le droit de plaider des parties n'a pas été reconnu par un texte, et d'autre part, la faculté d'autoriser une partie à présenter elle-même ses observations à l'audience porterait atteinte au droit exclusif détenu par les avocats. Il y a une autre série d'arguments qui visent à écarter cette possibilité d'entendre les parties dans le cadre de la loi du 24 mai 1872, parce qu'elle présenterait trop d'analogies avec une instance se comportant comme un supérieur hiérarchique. Alors on retrouve ici une attitude qui a déjà été décrite, qui est celle du Conseil d'État dans les premières années qui fait suite à la fin du Second Empire, qui a été une attitude de retrait du Conseil d'État et d'hésitation, d'abstention puis d'hésitation à reproduire sa jurisprudence antérieure pour marquer précisément le changement opéré. Il s'agit pour le Conseil d'État de s'installer dans la République et par conséquent de montrer qu'il est un organe qui a rompu avec les pratiques antérieures assimilable à un comportement de supérieur hiérarchique. Et c'est la raison pour laquelle les situations anciennes auxquelles j'ai fait référence, où le président d'une formation de jugement aurait accordé sur leur demande aux parties la possibilité donc de prendre la parole à l'audience pour présenter des observations, sont considérées dans les écrits du dernier quart du XIXe siècle comme une simple tolérance, donc je l'ai déjà dit, un usage ancien, en perdition, et les juristes, je pense évidemment à Laferrière, qui est très clair sur cette question-là, dit mais cette possibilité n'a pas été offerte entre 1852 et 1870, et il va surtout dire qu'elle ne l'a jamais été depuis 1872. Plus encore, pour justifier cette pratique contra legem, on n'y voit non pas un élément du débat oral prévu par la loi, mais, nous dit-on, sans quelque hypocrisie, une mesure spéciale d'instruction commandée par les circonstances. Alors, on va travestir la réalité, à mes yeux en tout cas. Des juristes comme Laferrière, Becquet vont trouver dans cet artifice de dire voilà, c'est pas du tout, on n'entend pas les parties, c'est une mesure d'instruction commandée par les circonstances, c'est un moyen de justifier notamment la position du tribunal des conflits de 1886 dans l'affaire O'Carroll. En fait, il s'agit vraiment d'écarter toute possibilité de voir apparaître une situation qui donnerait à penser que le juge statuerait comme autrefois en la forme administrative. Alors il y a peut-être quelques paradoxes, puisque l'oralité est un gage de juridictionnalisation, mais là, ici, on ne veut pas voir un mouvement d'administrativisation d'une juridiction qui s'installe comme telle.
Alors, l'exposé, ça c'est un premier élément. La situation est à peine différente devant les conseils de préfecture, alors même que leur situation juridique est beaucoup plus ouverte à l'oralité du fait que les textes prévoient la possibilité pour les personnes sans mandataire de présenter des observations orales à l'audience. Alors, il y a un texte que les événements politiques n'ont pas permis d'être adopté, qui est un projet de loi qui a été présenté au Sénat le 10 juin 1870, et son exposé des motifs est particulièrement instructif, dans la mesure où il livre des éléments statistiques sur la situation de l'oralité devant les conseils de préfecture. En 1865 et 1868, le nombre des affaires jugées après observation orale des parties demeure assez faible. L'exposé des motifs, je le cite, donne une explication qui est la suivante. Dans un assez grand nombre d'affaires, les parties n'ont pas jugé à propos de compléter par des observations orales à l'audience publique les mémoires introductives d'instance. Mais il ne faut pas oublier que les réclamations en matière de contribution directe n'ont généralement qu'un intérêt pécuniaire assez faible et que la perte d'une journée de travail ou les frais d'un voyage au chef-lieu de département dépasseraient souvent le bénéfice qu'on peut attendre de la réclamation. Le projet de loi va tirer argument de cette situation statistique pour réclamer le maintien comme base de la procédure, l'instruction écrite, et je cite à nouveau cet exposé des motifs, instruction écrite qui dans les affaires simples permet aux parties de se dispenser de tout intermédiaire et qui dans les affaires compliquées est le seul moyen d'assurer un examen complet et approfondi du litige. Alors ce projet, donc, qui n'a pas prospéré, va être à nouveau présenté en 1888 et sera à la base donc et à l'origine de la loi du 24 juillet 1889 relative à la procédure devant les conseils de préfecture, qui, dans son article 45, va maintenir la possibilité pour les parties de présenter, soit en personne, soit par mandataire, des observations orales. Alors, la question de la place de l'oralité dans le procès administratif fait en fait l'objet de peu de débats chez les juristes de droit public. La jurisprudence illustrant l'attachement du juge à faire respecter le caractère écrit de la procédure est d'abord peu abondante et elle est chronologiquement postérieure à la loi de 1872. Cette jurisprudence, qui est d'abord citée par la Ferrière et qui va être reprise presque exclusivement après lui par Becquet, Jacquelin, etc., retient tout de même l'attention à deux titres. En premier lieu, il me semble qu'elle témoigne d'une assimilation des justiciables d'une assimilation par les justiciables et leurs conseils de la stricte observance du caractère écrit. Et donc, au fond, on peut en déduire une forme d'acceptabilité de ce mode de procédé devant les juridictions administratives. En second lieu, cette jurisprudence me paraît être essentiellement mobilisée dans une posture défensive des vertus de la procédure écrite. Les juristes qui s'attachent à la défendre, cette procédure écrite, avancent cependant avec de simples arguments d'autorité, et souvent d'ailleurs en arguant de leur expérience. J'en cite un ou deux, je me dépêche tout de même. D'Arrest, à nouveau lui, dit « Les affaires du contentieux administratif sont généralement des affaires compliquées, hérissées de chiffres, et par conséquent se prétend peu à un débat oral. De plus, elles intéressent toujours directement ou indirectement la chose publique. » L'argumentation est assez faible. Mais bon. Léon Coq, plus tard, pour lui, le caractère écrit de la procédure permet une instruction contradictoire bien plus sûre. Il empêche les surprises d'audience, les pertes de temps. Il donne, nous pouvons en parler par expérience, d'excellents résultats au point de vue de la bonne expédition des affaires. Pour le commentateur de l'affaire O'Carroll, dans le débat, les parties seraient fatalement entraînées et se borneront presque toujours à reprendre à leur point de vue, avec réserve quelquefois, plus souvent avec passion, l'exposé et la discussion des faits, et de surcroît, quant aux raisons de droit, quant aux arguments juridiques et décisifs, leur entière inexpérience ne leur permettra même pas de les aborder. Autrement dit, leur concours direct n'apportera au débat aucun élément sérieux. Alors, à la fin du XIXe siècle, comme d'ailleurs souvent, on retrouve René Jacquelin qui apporte une note dissonante sur le triomphe du caractère écrit, qui permettrait de placer la procédure administrative bien au-dessus de la procédure judiciaire. Et il s'interroge, je le cite, « Je ne crois pas m'aventurer beaucoup
en affirmant que les auteurs contemporains, qui persistent à porter au nu l'excellence de la procédure écrite, et par conséquent occulte, car l'un des deux caractères ne va pas sans l'autre, n'oseraient pas considérer comme un progrès l'abolition générale qui serait tentée de la défense orale et de la publicité des audiences devant la juridiction administrative. Alors pour finir, au cours du siècle, l'introduction de l'oralité, et plus spécifiquement la défense orale, ne met pas en cause le caractère fondamental d'une procédure juridictionnelle qui est d'être écrit et qui constitue une marque de la singularité de la justice administrative, au sein de la justice en tout cas à l'époque. Tout au plus, et d'une manière en tout cas exemplaire dans son unité, parce que quand même le 19e siècle, il y a une succession de régimes politiques, l'oralité apparaît comme un simple ajustement, l'atténuation d'un héritage qui va de concert d'ailleurs avec l'héritage même de la juridiction administrative. La tradition ainsi constituée est consubstantielle, me semble-t-il, et à proprement parler essentielle à la juridiction administrative elle-même. D'ailleurs, à tel point que ce n'est aujourd'hui qu'à petits pas, pour reprendre le titre d'un article paru dans Le Monde en novembre 2019, que les juridictions administratives de droit commun envisageraient donc de s'ouvrir davantage au débat oral, porté sans doute par la culture de l'oralité qui a été forgée par la pratique des procédures des référés. Alors reste à s'interroger sur le réel profit qu'une telle évolution apporterait aux garanties du procès administratif, mais on a 2 jours pour apporter des réponses à cette interrogation. Je vous remercie.